I'm singing good night, light up your eyes. Dream in the night, I'm singing for the moon, light up your eyes. Bonjour et bienvenue dans un nouveau top 10 d'FG Prise One. Cette année sort Man of Steel, le nouveau film sur l'un des plus grands super-héros de l'histoire, Superman. Donc à l'heure où les fans s'éclatent et où les anti-Snyder massacrent les bandes annonces, nous allons en profiter pour parler de la précédente adaptation live de Superman. Non, nous n'allons pas parler du très sous-estimé Superman Returns, nous allons parler de la série télévisée Smallville. La série racontant comment Clark Kent, le jeune homme venant de la planète Krypton, a appris à utiliser ses pouvoirs pour devenir le célèbre Superman. L'une des plus grosses séries live de super-héros qui a duré pas moins de 10 ans, ce qui est exceptionnel pour une série d'un tel budget et d'un tel sujet, qui a été suivie par toute une génération et beaucoup de geeks qui ont fantasmé devant la représentation live de certains de leurs personnages préférés et les quelques clins d'œil à leur univers de super-héros préférés. Ah, et qui a duré 10 ans de trop, qui est extrêmement chiante, débile et bordélique. Bon ok, la série est stupide mais n'est pas sans qualité. Je dois reconnaître certaines qualités. J'ai quand même suivi cette série pour quelque chose d'autre que ma stupidité d'adolescent. Quelques bonnes idées pour composer une histoire d'origine, ou du moins au début. Des méchants assez bien trouvés, pour la plupart. Un peu de spectaculaire super-héroïque impressionnant pour une série, mais qui devient vite nanardesque avec des scènes d'action qui durent maximum 30 secondes. Et malgré les têtes à claques que sont Clark, Lana et Pete, et la stéréotypée Chloé, on a de bons acteurs jouant de sympathiques personnages comme John Snyder jouant un excellent Jonathan Kent, John Glover qui joue un très charismatique personnage original Lionel Luthor, qui est probablement le meilleur personnage de la série, malgré les quelques inconsistances sur ses intentions et son comportement, et bien sûr Michael Rosenbaum dans le rôle de Lex Luthor, qui est excellent. Avant de devenir un Dr. Gang de bas étage, mais il n'empêche qu'il a pour lui les meilleurs épisodes de la série, notamment La Mémoire dans la peau, qui est sans doute le meilleur épisode, malgré le titre français qui plagie un peu un certain film à succès. Mais Dieu que cette série était stupide! Oh, et là vous allez me dire, oh mais c'est Superman, c'est forcément stupide! Bah oui, Superman était quelquefois stupide! Mais pas à ce point! Au moins dans Superman, les gens ferment la clé pour éviter que tout le monde s'incruste dans le salon. Au moins, les scènes d'action ne se règlent pas en une claque. Et surtout, quand Superman est ridicule, généralement, il l'assume. Surtout durant l'âge d'argent de la bande dessinée. Ça n'a bizarrement pas empêché cette série de survivre aussi longtemps et d'avoir un nombre ridicule de fans. Ce qui est débile pour ce que c'est, surtout avec le mystère sur comment la série se finira. Oh, se pourrait-il que la série se finisse sur Clark qui devient Superman? Se pourrait-il qu'il finisse avec Lois Lane et pas avec Lana Lang? Et surtout, vous n'avez pas idée à quel point les fans qui se plaignent que Superman retourne et Man of Steel ne respecte pas Smallville m'énervent. Non! Au contraire, éloignez-vous absolument de Smallville! Écoutez pas ces abrutis de fans! Si vous les écoutez, ce Tom Welling serait le meilleur Superman! Alors qu'il est pire que le gars dans Superboy! Ne les écoutez pas, ils disent que des conneries! Mais enfin, maintenant, cette série est terminée, les fans et les scénaristes sont enfin passés à autre... Oh putain! Ok, donc ça devient urgent d'expliquer en quoi Smallville est la série la plus surestimée avec les experts. Donc changeons mon fond et commençons ce top 10 où nous allons expliquer en quoi cet engouement est absolument débile et en quoi cette série est stupide avec le top 10 des moments les plus stupides de la série Smallville. Numéro 10. La mort de Jimmy. Ouais, Jimmy meurt dans Smallville. La série racontant les origines de Superman raconte comment Jimmy est mort avant que Superman n'existe. Je reviendrai un peu plus tard sur ce côté bug temporel, mais déjà on peut voir avec ce point en quoi la série a duré trop longtemps. Ils ont mis Jimmy Olsen à partir de la saison 6. Ok, pourquoi pas? On a bien Lois Lane, alors Jimmy pourquoi pas? C'est un perso sympa et il offre un excellent épisode faisant un sympathique hommage au film noir. De plus, Jimmy n'est pas vraiment un personnage super exploité dans les films, BD, séries et tout. Donc raconter qu'il connaissait Clark depuis longtemps est bien plus faisable qu'avec Lois. Il est donc resté pendant 3 ans. Grosse erreur! Surtout qu'ils lui ont collé une romance avec Chloé, ce qui veut bien sûr dire romantisme exagéré qui va jusqu'au mariage, dans la grange de Clark, sans bonne raison, et drame à 2 balles qui va faire de Jimmy un personnage très vite chiant et emo, ce qui coince les scénaristes à une seule possibilité pour le rendre à nouveau sympa, lui faire découvrir le secret de Clark, ce qui montre la stupidité des scénaristes qui se coincent eux-mêmes scénaristiquement. Donc, ok, Jimmy découvre le secret de Clark. Mais comment on va raccorder ça avec l'histoire de Superman où il ne connaît pas le secret de Clark? Oh bah c'est très simple, on le tue! Quoi?
Longue histoire, mais disons qu'un mec appelé Davis qui se changeait souvent en monstre incontrôlable, dont je garde le nom pour la partie où je pourrais en démontrer la grande stupidité, est tombé amoureux de Chloé. Et cette dernière a veillé sur lui pour que le monstre reste calme et ne tue pas Clark ou d'autres personnes. Après avoir libéré ce pauvre gars du monstre, Jimmy découvre la vérité et se réconcilie avec sa femme et elle lui dit qu'elle est vraiment amoureuse de lui. Et ils auraient dû faire marcher leur cerveau et comprendre qu'ils auraient dû éviter de parler de tout ça à côté du mec psychologiquement instable qui a été bercé par une illusion d'amour et dont la vie a été complètement démolie. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. Tiens, j'ai entendu un bruit. Ça vient de toi? Oh, t'as un truc qui pose dans le beat, c'est normal? Déjà que cette scène est une tragédie grecque à 2 balles, mais c'est encore plus ridicule au fur et à mesure que la scène avance. Déjà, ils réagissent comme ça quand l'un d'eux se fait transpercer par un tuyau alors qu'ils s'embrassent? Et comment ce tuyau n'a pas transpercé Chloé dans la foulée alors qu'ils étaient l'un sur l'autre? Surtout que Davis veut les tuer tous les deux. Et comment Davis arrive à faire ça alors que le monstre qui était en lui est sorti par la fenêtre il y a 1 heure? Il est censé être un simple humain maintenant et pourtant il a la force de Michael Myers. Ah et en plus, Jimmy n'est pas encore mort. Il a encore assez de force pour qu'il se relève sans crier de douleur ou se faire remarquer et pour foncer sur Davis pour le planter contre un pic bien placé. Oh, j'ai un problème de dos d'un coup. Ça pique un peu. Et après, Jimmy meurt pour de bon. Et comment on va accorder ça avec Superman? Avec l'un des plus gros fuck you de toute la série. Tu es sûrement le petit frère de Jimmy. Alors je crois que cet appareil te revient. Qui sait, peut-être que plus tard, dans quelques années, tu suivras sa voie. Donc on a suivi ce personnage dans Smallville pour absolument rien, vu que c'était même pas le vrai Jimmy Olsen. Et puis de toute façon, pourquoi raconter cette histoire sur Jimmy Olsen? Pourquoi faire ce redcon à la con pour expliquer son personnage? C'est juste un fou de photographie, qu'est-ce que tu as besoin de donner une raison à ça? C'est comme expliquer que Joueur du Grenier a sa chemise parce qu'il l'a trouvée dans un ovni. Qu'est-ce que tu vas donner une raison dramatique à ça? L'acteur Aaron Ashmore voulait quitter la série, probablement parce que ça devenait n'importe quoi. Et les scénaristes n'ont pas trouvé de meilleure solution, faisant de ce départ le plus mauvais départ de la série. La mort de Jimmy Olsen. You have created a time paradox! Ou une grosse connerie. Numéro 9. Krypto le chien. Quand tu racontes les origines de Superman, c'est normal de rajouter quelques petits clins d'œil par-ci par-là. Quand tu racontes une version de Superman qui se veut réaliste, mature et authentique, la première règle à suivre, ne pas mettre Krypto le chien! Il faut lui trouver un nom maintenant. C'est vrai, je pensais l'appeler Crypto. Krypto le chien vient de l'âge d'argent des super-héros. Tu sais, l'âge où le ridicule était maître dans la bande dessinée. Quelque chose que tu veux pourtant éviter dans ta version moderne et mature de Superman. C'est le personnage qui n'a sa place que dans une parodie de Superman. Et tu le mets dans sa version sérieuse de Superman? Fail! Just fail! C'est comme si Christopher Nolan mettait dans ses Batman le Snowflame, le super vilain qui tire sa force de la cocaïne. Ça va pas avec le reste de l'univers que tu essayes de mettre en place. Bon ok, ce n'est techniquement pas le Krypto. Ce n'est pas le chien qui l'a ramené de Krypton. Non, c'est juste un chien à qui on a fait des expériences pour qu'il ait une super vitesse et une super force, pour que des voleurs les utilisent, pour qu'ils percent des coffres et leur apportent le contenu, et qu'il n'aura plus de pouvoir après. Mais ça en est qu'encore plus ridicule. Comment tu veux que j'avale ça dans un truc qui est censé être sérieux? C'est un chien avec des super pouvoirs, nom de Dieu! C'est comme la fois où ils ont mis le Père Noël dans la série. C'est trop enfantin et débile pour être la même série où Lex a découvert que sa mère avait tué son petit frère et où un monstre arrache les gens en 6 morceaux. Si tu veux faire un truc sérieux, fais un truc sérieux. Si tu veux mettre Krypto le chien, fais quelque chose qui se prend pas trop au sérieux ou qui soit suffisamment riche dans son univers pour se permettre quelques délires dans le genre. Genre par exemple la série de Bruce Timm. Mais tu ne peux pas être sérieux en faisant un chien avec des super pouvoirs qui dévalise tes magasins. Krypto le chien. On pense qu'ils ont préféré intégrer ce personnage et qu'ils n'ont pas intégré Batman, il y a de quoi se demander si on se fout pas un peu de nous. Numéro 8. Le cliffhanger de la saison 5. Ce qui m'énervait à propos de cette série, c'est que chaque saison
à l'exception des 3 dernières saisons, se finissait avec un gros cliffhanger où tous les personnages se retrouvent dans une situation proche de la mort. C'est déjà énervant quand c'est un personnage, mais quand ce sont tous les personnages, ça devient insupportable d'attendre 1 an pour savoir comment ils vont s'en sortir. Et c'est une des raisons pour laquelle cette série a duré trop longtemps. À toujours finir une saison sur un cliffhanger, comme une tradition chiante, et se sont toujours retrouvés bloqués à devoir faire une saison entière pour conclure l'histoire qu'ils avaient laissée en suspens dans le final de la saison précédente. En plus, ça sert à rien, vu que on sait tous comment ça va finir. Clark devient Superman. Fin. Le meilleur cliffhanger est quand même celui de la saison 3. Parce qu'au moins ils y ont mis un montage classe, alors que les autres sont juste un épisode qui s'arrête au milieu. Mais le pire de tous ces cliffhangers reste celui de la saison 5. Déjà pour les raisons expliquées, mais aussi parce que la situation est due à un enchaînement de stupidité. Ok, donc Brainiac, joué par l'excellent Jeff Master, a donné à Lex les pouvoirs d'un Kryptonien pour qu'il devienne ensuite l'hôte de l'esprit de Zod, un méchant Kryptonien qui veut conquérir le monde. Mais le seul moyen de libérer l'esprit de Zod est d'ouvrir un passage vers la zone fantôme, une dimension merdique qui sert de prison. Et le seul à pouvoir l'ouvrir est Clark, via sa forteresse de solitude qui est dans l'Antarctique. Et bien sûr, Clark ne veut pas. Alors Brainiac lui force la main en attaquant la Terre avec la pire attaque imaginable. Une coupure de courant. Oh non! À cause de toi, je vais pas pouvoir voir Joséphine Ange Gardien! Oh mon Dieu, quel monstre! Quelle horreur! Je te hais! Bla bla! Ok, ce serait chiant pour les hôpitaux ou autres, mais ils ont des trucs de secours pour ce genre de coupure. C'est juste chiant, pas catastrophique. C'est pas comme si t'avais balancé un EMP qui détruit toutes les technologies de la planète et nous ramène à l'âge de pierre et qui font s'écraser tous les avions. Martha et Lois sont dans un avion et à part Spike au poste de pilotage, ils n'ont pas de problème. Et après cette catastrophe, toutes les technologies remarchent. Mais apparemment, cette coupure est une catastrophe, vu que tout le monde réagit comme des sauvages et va foutre la merde dans les rues, casser tous les magasins et les maisons et faut brûler les voitures. Tout ça pour une putain de coupure de courant! Moi, quand il y a une coupure de courant, j'allume une bougie, je lis un livre, je joue à la DS, mais je ne sors pas dans la rue à transformer ma ville en Détroit, quoi! Putain de hooligans frustrés de pas voir la fin d'un match. C'est eux le vrai fléau. Surtout qu'en plus, cette coupure est censée s'arrêter une fois Brainiac détruit. Ce qui arrive, et les gens continuent à tout faire péter. Les mecs, les caméras remarchent à présent. Vous irez en tôle, là. On a des preuves contre vous. Mais la stupidité ne s'arrête pas là. Clark se retrouve à devoir tuer Lex pour sauver le monde d'une putain de coupure de courant. Donc Jor-El, qui est sous la forme d'une IA dans la forteresse, lui donne une dague capable de tuer un Kryptonien à la forme et couleur assez ridicule. Mais enfin, il affronte Lex, s'apprête à le tuer, mais comme nous savons tous que Lex doit vivre pour devenir sa némésis, Clark lance à la place la dague sur Brainiac, ce qui lui donne accès au portail vers la zone fantôme pour mettre l'esprit de Zod dans le corps de Lex. J'ai enfin ouvert le portail pour Zod. Lex? Ok, c'est qu'une dague. En quoi elle est liée à la forteresse? Et pourquoi elle est liée à la forteresse? C'est comme avoir accès à Internet sur un fusil, à quoi ça te sert? Et Jor-El, il n'aurait pas pu prévenir Clark que genre, surtout ne plante pas cette dague sur Brainiac, que sinon ça lui permettra de faire revenir Zod et de tous nous détruire. Mais enfin, Brainiac a libéré Zod, qui est prêt à conquérir le monde. Zod se débarrasse de Clark avec un mini portail, qu'il avait dans sa poche, qu'il lance vers Clark, qu'il le loupe, mais alors de très loin, mais qui le chope quand même pour l'envoyer dans la zone fantôme, mais pas Zod qui a un petit mètre de différence. Je sais même pas d'où sort ce portail, alors comment il marche? Du côté de Chloé, elle sort comme une conne dans la rue remplie d'hooligans en colère. Un double de Brainiac amène l'avion de Martha et Lois dans l'Antarctique, sans aucune raison, et Lana, qui était en couple avec Lex à ce moment-là, va au rendez-vous qu'il lui a donné à l'immeuble de Luthor Corp, malgré les hooligans prêts à la tuer sans raison, et retrouve Lex possédé par Zod en disant qu'elle a compris que tout ce bordel n'était qu'un test pour voir si elle aime vraiment. Tu as été abandonné, trahi si souvent. Tu voulais savoir si j'allais faire comme les autres. Eh bien, non. Me voilà. En dépit de tout ce qui se passe dans cette ville, je suis venue. Je ne sais pas ce qui nous lie tous les deux. Mais je suis là parce que j'ai l'intention de découvrir. Tu le désires aussi. T'es qu'une grosse conne, Lana! Bref, là où le cliffhanger de la saison 3 est fait que de drames filmés avec classe, celui-là est fait d'événements forcés à mener avec stupidité. Signe qu'il faudrait s'arrêter au plus vite. Mais non, on va se taper cette merde pendant encore 5 ans. Numéro 7. Amnesia.
Vous connaissez ces séries où un personnage principal doit garder un secret, mais où un personnage secondaire finit par le découvrir dans un épisode, ou le confronte à ce secret, pour au final l'oublier après pour que tout redevienne normal? Vous savez, ces histoires de « et si » qui permet d'explorer une possibilité qui changerait l'histoire pour revenir au status quo après. Vous aimez ces épisodes? Eh bien, les scénaristes de Smallville aussi aiment ces épisodes. Ils les aiment trop! Les personnages ont découvert le secret de Clark un bon millier de fois en 10 ans. Et ils ont eu tellement d'amnésie que je sens que Smallville va se retrouver avec une épidémie de cancer du cerveau. Chloé découvre que Clark a des super pouvoirs, mais elle est contaminée par une entité qui se nourrit de l'adrénaline, dont la guérison a pour effet secondaire l'amnésie. Lex découvre le secret de Clark, mais comme il est victime de suggestions hypnotiques, il oublie ça de suite après. Lois et le shérif voient Clark faire un truc extraordinaire, mais un gamin qui a le pouvoir d'effacer la mémoire leur fait oublier ça. C'est fréquent à ce point, même Clark n'est pas épargné par ses amnésies. Ce point scénaristique est tellement surutilisé et aléatoire que ça en est ridicule. Au bout d'un moment, tu n'es plus surpris de voir Lana ou Lois découvrir le secret de Clark, et tu n'es plus surpris par l'amnésie que Chloé subit après avoir aidé Clark pendant 4 ans pour le côté super-héroïque. Et toutes ces excuses pour une amnésie te fait penser que la ville devrait plus s'inquiéter de cette épidémie d'amnésie plutôt que de toutes ces météorites qui se tapent. Il suffit de leur taper sur le front pour qu'ils oublient tout. Qu'est-ce que je devais faire déjà? J'avais un truc important à faire. Hein. Ah, mais bien sûr. Je marchais sur un truc. Qu'est-ce que je devais faire déjà? Ah, mais bien sûr. Attends, je regarde ma... choc électrique. Ça a été. Qu'est-ce que je devais faire déjà? Ah, oui. Ah, putain de moustique. Qu'est-ce que je devais faire déjà? Ah, mais... Qu'est-ce que je devais faire déjà? Ah, mais... Qu'est-ce que je devais faire déjà? Ah, mais... Qu'est-ce que je devais faire déjà? L'amnésie, le fétiche bien étrange et débile des créateurs de Smallville. Est-ce que ça va? Mais qui es-tu? Numéro 6. Pas de sexe. Ok, cette phrase est un petit peu floue, donc je vais vous expliquer un petit peu. Dans l'histoire entre Clark et Lana, il fallait bien entendu un peu de drame, des dilemmes pour que les scénaristes puissent les faire se séparer et se remettre ensemble pendant des plombes et bien nous casser les couilles avec ces têtes à claques de Tom Welling et Kristen Krug, champions du monde de la gnangnaterie vomissante. Au moins, Twilight était juste vide, mais jamais aussi gnangnan. Et quel dilemme incroyable va les tourmenter pendant 8 ans? Je veux dire, au-delà des malentendus débiles que ces crétins avalent malgré tous les trucs bizarres qui influent sur le comportement qu'ils se tapent tous les jours, leur incapacité de baiser! Je ne plaisante même pas! Mais avec le retour de mes pouvoirs maintenant, notre vie sexuelle, enfin, c'est pas génial. Parce que j'ai besoin d'un peu de temps pour pouvoir ajuster mes capacités à la nouvelle situation. Donc je pense que ce que tu veux dire, c'est que dans des circonstances très torrides, t'as peur parce que tu pourrais... Bon, s'il te plaît, me laisse pas finir cette phrase. Bon, ok. Parmi les fans de Superman, il y a un certain débat sur la sexualité de Superman avec de simples humains. Il y a généralement 2 écoles. La première disant que, grosso modo, il ne peut pas coucher avec une simple mortelle sans lui péter tous les os du corps. Ce qui est discutable, mais bon voilà. Et la deuxième école explique qu'en gros, il peut tout à fait contrôler sa force durant un débat. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'arrache pas une porte chaque fois qu'il en ouvre une. Le problème, c'est que, voyez-vous, cette première école est composée à 99% de comiques! Le 1% restant étant Frank Miller. Donc t'essayes de faire un vrai drame, un putain de dilemme sérieux avec une idée qui est à l'origine une blague digne de Kevin Smith! Est-ce que tu te rends compte de ta connerie? Et puis, comment Clark peut savoir s'il lui fera du mal ou non? Est-ce qu'il s'est masturbé et qu'il a démoli un mur avec son sperme ou quelque chose? Donc du coup, Lana et Clark, cette romance de merde qu'ils ont fait remuer pendant 8 ans, n'ont pu baiser que 3 fois. Une où Clark n'avait plus de pouvoir, et les 2 autres quand Lana avait ses pouvoirs. Je ne plaisante pas. C'est vraiment ce qui se passe quand ils baisent. Clark, s'il te plaît, dis-moi que ces lits étaient déjà abîmés. Absolument pas, il est en chaîne massif. Ouais, ils pètent le lit. Comme dans Twilight. Comme si cette romance n'était pas assez stupide. J'ai honte.
Mais le plus drôle, c'est que c'était vraiment une des raisons de leur rupture. Lana en avait marre de ne plus pouvoir baiser, alors elle s'est trouvé un bouche-trou en la personne de l'ex. De plus, le moment qui montre que ce drame est extrêmement stupide, c'est qu'il y a un moment où Clark est remplacé par son double maléfique, Bizarro. Grosso modo, Bizarro est, là où Clark est assez retenu dans sa force, une grosse brute. Il a aucune moralité et surutilise ses pouvoirs tel un animal. Et quand il se fait passer pour Clark, il y a un moment où il couche avec Lana. Et Lana n'a rien. Elle n'a ni bleu, ni côte cassée, elle a juste tiré un bon coup et est en parfaite santé. Donc si Bizarro peut baiser avec une humaine sans la réduire en bouillie, Clark peut le faire aussi vu qu'il sait contrôler sa force, là où Bizarro n'est qu'une brute sans pitié. Donc ce drame n'a pas de raison d'être. Après il est avec Loïs avec qui il n'a aucun problème pour baiser malgré sa super force. Mon entraînement avec Jor-El m'a permis d'apprendre à maîtriser mes pouvoirs. J'arrive à me contrôler. À tous les niveaux. Aujourd'hui, mon fils, nous allons t'apprendre à faire zizi bonbon avec une simple mortelle sans la tuer. Je ne sais pas s'il veut parler de ça avec toi, papa. Ne sois pas gêné, mon fils. Donc, nous allons commencer avec la façon dont tu dois pénétrer. Oh, c'est pas si tu crois que ça me plaît de parler de ça. Clark et Lana capables de baiser, montrant que cette série est juste une grosse blague. Vous avez pas remarqué les énormes secousses sismiques qui ont fait trembler toute la région de Smallville pendant 2 heures? Numéro 5. Jor-El méchant. Bon, à la base, faire de Jor-El, le père biologique de Superman, maintenant réduit à une simple IA dans la forteresse de solitude, en faire un méchant, c'est pas si bête que ça comme idée. Il est intéressant d'exploiter une idée du genre Clark n'a pas été envoyé sur Terre pour devenir un symbole pour l'humanité pour qu'elle devienne meilleure, mais pour qu'il prenne le contrôle de la Terre et en fasse une nouvelle Krypton, et peut amener une sympathique situation classique chez l'adolescent qui renie son père. Et la façon dont l'IA force Clark à le rejoindre et accomplir sa destinée va en faveur de cette théorie et fait passer Jor-El pour un père dictateur que Clark doit tuer symboliquement pour devenir ce qu'il veut être, à savoir un super-héros. Tu dois m'obéir, Caleb. Vous n'êtes pas mon père. Je ne vous laisserai pas diriger ma vie. Ce qui rend son évolution de Clark à Superman plus intéressante que Jor-El qui lui dit « Mais ce costume est fait ça !» Il y a juste un petit problème. Jor-El ne veut pas qu'il prenne le contrôle du monde. Non. Il veut qu'il devienne un super-héros et modèle pour toute l'humanité. Ce qu'il veut devenir de toute façon. Utiliser ses pouvoirs pour sauver les gens. Une petite idée, Jor-El. Au lieu de le forcer, de le menacer de détruire tout ce qu'il aime et de le modeler à ta guise, pourquoi tu ne lui expliques pas ton but pour qu'il soit intéressé par ton offre et donc éviter qu'il te renie pendant des années, retardant donc l'arrivée de Superman? Je ne déconne pas, Jor-El est un véritable connard dans sa façon d'enseigner à Clark de devenir un symbole de bonté pour la Terre. Il va jusqu'à menacer sa famille et sa copine, quoi. Si tu refuses, tu perdras tous ceux que tu aimes le plus. Il n'explique rien et le fait qu'empresser un truc qui devrait prendre plus de temps que ça. La dernière personne que j'ai vue forcée à devenir plus puissant pour sauver le monde, c'était Anakin Skywalker. Et comment ça s'est fini? Ah ouais! Et dans Digimon, t'as fait la même chose avec Gumon. Comment ça s'est fini? Ah ouais! Et Jor-El est censé être un génie, hein? Et tout ça pourquoi? Parce que t'as balancé une merde kryptonienne qui sert à créer la forteresse de solitude et qui pourrait détruire le monde si elle tombe entre de mauvaises mains? Autre idée, Jor-El. Mets ce bidule dans son vaisseau, comme tu l'as fait dans le film! Je ne sais pas, ça pourrait t'aider à mieux faire ce que tu espères faire avec Clark. Et peut-être que ça lui éviterait de penser que t'es le pire des connards et de croire Brainiac quand il l'utilisera pour libérer Zod. Ça pourrait éviter la destruction de la Terre que tu espères éviter. Tout ce que Jor-El avait à faire, c'est expliquer calmement et avec douceur ce qu'il attend de Clark et d'attendre le moment venu au lieu de le forcer alors qu'il est encore ado. Ça a marché comme ça dans le film, dans la série de Bruce Timm, dans la série avec Dan Kent, dans la BD, donc pourquoi ça marcherait pas là? À un moment, Clark lui désobéit et décide de sauver ses amis des griffes de criminels kryptoniens qui se sont échappés de la zone fantôme, et il le punit en lui privant de ses pouvoirs. Il fait ce que tu veux qu'il fasse! Utiliser ses putains de pouvoirs pour protéger la Terre contre ces saloperies de l'espace! Et c'est vrai que ça arrange sa transformation en Superman de le priver de ses pouvoirs, ce qui l'amène à se faire tuer! Et ça en devient encore plus stupide lors de la saison 10 après que Clark ait accepté de devenir un super-héros, et qu'il s'apprête à mettre le costume légendaire, et que Jor-El lui confisque le costume parce qu'il est devenu violent et arrogant. Je suis enfin le super-héros que tu espérais que je devienne.
Orgueil, vanité. Tu as failli prendre la vie d'un homme aujourd'hui, et tu ne peux pas être un symbole d'espoir si tu as sombré dans l'obscurité. Ma foi en toi m'a empêché de voir la réalité en face. Tu ne seras jamais le sauveur de la Terre. Oh, maintenant tu t'inquiètes pour la psychologie du gamin que tu as forcé à devenir ce qu'il voulait devenir de toute façon. Encore une fois, Anakin Skywalker, Skullgreymon. Et puis, c'est quel costume cousu par sa mère? En quoi ce costume est important dans le plan? Il a déjà un costume de super-héros à ce moment-là. Il s'en est fait un autre même couleur que le costume de Superman. Il est même plus classe que le costume de Superman. Et c'est déjà un super-héros super connu. Donc ça sert à quoi ton truc? Jor-El méchant. Le vrai problème, c'est pas qu'il est méchant. C'est qu'il est con. Veux-tu sincèrement commencer une union de vie avec mon fils Kal-El? Je le veux. Et nous avons à peine atteint le numéro 5 de ce top. Cette série est tellement stupide que tout faire en un coup est trop dur à supporter, même pour moi. Donc retrouvez-moi dans la deuxième partie de ce top où nous allons voir si cette série peut devenir plus stupide que Superman qui combat un catcheur nucléaire en déplaçant la lune pour lui bloquer la lumière du soleil. Tu es celui que je deviendrai dans quelques années. Je vois que tu as compris. Comment j'ai pu devenir aussi ringard? C'est quoi ce look? Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi en cliquant ici et n'oublie pas d'aller sur le site pour aller cliquer sur la Magic Box qui est juste ici.